Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Vers une vision renouvelée pour une croissance inclusive et durable, tel était donc le leitmotiv d'une réunion qui a rassemblé la Banque mondiale et les experts djiboutiens. Et à Gaza, au moins 22 morts et 45 blessés après de très gros tirs auprès du camp du CICR. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a participé hier à la réunion du Conseil de paix et de sécurité au niveau des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenue en mode virtuel. Le ministre Mahmoud Ali Youssouf a représenté le président de la République Ismaël Omar Guelleh à cette importante réunion présidée par le président Yoweri Museveni en sa qualité du président du Conseil de paix et de sécurité pour le mois de juin 2024. La réunion a examiné le rapport du président de la Commission de l'Union africaine sur la situation en République du Soudan. Et lors de cette réunion virtuelle, le ministre a lu et transmis le message du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. On l'écoute. I would like to start by expressing the apologies of His Excellency President Ismail Omar Guelleh, the President of the Republic of Djibouti and the Chair of IGAD, for not being able to attend this very important meeting. Pour commencer, je tiens à remercier Son Excellence le Président Museveni d'avoir convoqué cette réunion cruciale et opportune sur le Soudan. Je souhaite également exprimer notre gratitude au Président de la Commission de l'Union africaine et au Secrétaire exécutif de l'IGAD pour leur rapport sur la situation au Soudan et leurs efforts incessants et leur engagement sincère pour tenter de résoudre cette crise. Le Soudan a glissé dans une guerre destructrice depuis avril 2023. Le conflit entre les forces de soutien rapide et les forces armées soudanaises a causé d'énormes souffrances au peuple soudanais. Depuis lors, des milliers de civils ont été tués et des millions ont été déplacés. La situation humanitaire est plus que désastreuse et toutes les agences compétentes ont signalé toutes sortes de violations des droits de l'homme qui se produisent jusqu'à ce jour. Plus récemment, la région du Darfour Nord est attaquée et plus de 28 000 personnes ont déjà été déplacées, tandis que la ville principale du Darfour Nord, El Fasher, est assiégée par les forces de soutien rapide. Cela doit cesser immédiatement. En tant que président de l'IGAD, Djibouti a appelé à plusieurs reprises à un cessez-le-feu humanitaire. L'IGAD a tenu plusieurs réunions au niveau des sommets et d'autres réunions des niveaux inférieurs, mené des dialogues avec les parties belligérantes, envoyé des envoyés spéciaux, mais malheureusement, ces efforts n'ont pas produit des résultats escomptés. L'IGAD, l'Union africaine, les Nations unies et d'autres médiateurs internationaux ont tout tenté pour négocier une cessation des hostilités, mais sans succès. Le Conseil de sécurité des Nations unies a menacé d'imposer des sanctions et l'a fait à l'encontre de certains acteurs. Nous devons, en tant que plateforme, l'IGAD et l'Union africaine, proposer une approche innovante. Nos équipes, le haut panel de l'Union africaine et l'envoyé spécial de l'IGAD sont invités à agir rapidement en ce sens. Il revient au peuple soudanais, aux partis politiques, aux organisations de la société civile, aux forces nationales du travail, aux syndicats, aux associations des jeunes et des femmes de proposer une vision partagée de l'avenir du Soudan. Nous, en tant que communauté régionale et continentale, nous pouvons que les aider, les assister d'une manière qui ne soit pas perçue comme une atteinte ou une violation de la souveraineté de ce pays frère. Maintenant, Djibouti fera quelques recommandations à ce Conseil afin d'agir de manière à permettre la cessation des hostilités. Appeler les forces de soutien rapide et les SAF à cesser immédiatement les combats au Darfour et dans d'autres régions du Soudan. Appeler les forces de soutien rapide et le commandant du Conseil suprême à se rencontrer sous les auspices de la plateforme de l'IGAD, l'Union africaine sans délai. Permettre sans entrave l'accès inconditionnel à l'aide humanitaire pour le peuple soudanais. Préparer le terrain pour un dialogue inclusif au Soudan en juillet. Insister sur la responsabilité et lancer des enquêtes sur les violations des droits de l'homme signalées. Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, le Soudan a atteint un point d'inflexion où le pays pourrait se disloquer si cette guerre insensée continue de manière imprévisible. En réalité, c'est le scénario qui se déroule déjà. Notre Conseil ne devrait pas attendre que cela se produise, car les conséquences pourraient être désastreuses.
Le président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed El-État, a transmis hier, en fin de matinée, un message du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, adressé à son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Le message exprime le soutien à la candidature du ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Lors de cette rencontre, le président du Parlement a transmis les salutations fraternelles du président Ismaël Omar Guelleh à son frère et homologue Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Il a souligné l'importance de la candidature de Mahmoud Ali Youssouf, reconnu pour son expérience et son dévouement envers les causes panafricaines. Le président de la République du Congo, Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a chaleureusement accueilli ce message et transmis à son homologue Ismaël Omar Guelleh ses salutations fraternelles. Écoutons l'intervention du président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed El-État. Nous sommes lancés dans une mission un peu difficile, certes, pour un petit pays que Djibouti. C'est la candidature de notre ministre des Affaires étrangères. Comme président de la Commission de l'Union africaine, nous sommes en train de préparer depuis trop longtemps. Beaucoup des émissaires se sont déplacés à l'extérieur pour demander un soutien. Aujourd'hui, nous continuons. La mission, c'est pour dire que Djibouti est prête à prendre la relève du président Moussa Faki. Jeudi, donc, le Djibouti Palace Kempinski a résonné des échanges animés entre les membres du gouvernement djiboutien et les éminents représentants de la Banque mondiale, avec à leur tête Stéphane Gambert, directeur pays, sous l'égide du ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé. La réunion a jeté les bases d'une nouvelle ère de collaboration stratégique. Les discussions ont été riches et la participation de plusieurs membres du gouvernement de premier plan a mis en lumière l'importance de cette consultation, véritable carrefour des ambitions nationales. Dans cette quête de développement, la Banque mondiale a introduit le pré-programme pour les résultats dans son acronyme, le PFOR, une innovation financière destinée à répondre aux besoins pressants de ses clients en liant les décaissements de fonds à l'atteinte des résultats spécifiques. Cet instrument se distingue par son financement adaptable de programmes complets ou partiels, son accent sur les résultats mesurables et le renforcement des capacités institutionnelles. En effet, le PFOR se révèle comme un financement flexible, capable de soutenir des programmes à l'échelle mondiale, nationale, infranationale, sectorielle ou plurisectorielle, qu'ils soient nouveaux et en cours. Écoutons l'intervention du directeur stratégique de la Banque mondiale. On a augmenté les instruments qui faciliteront votre réponse à ces crises. On aimerait que Djibouti puisse profiter de ces instruments. Et dernier point de réforme, bien sûr, on discute beaucoup de la mise en œuvre des projets, est-ce qu'on décaisse assez rapidement, est-ce qu'on coordonne suffisamment, mais on aimerait vraiment pouvoir davantage se concentrer sur les résultats que vous cherchez à atteindre et avec beaucoup plus d'attention sur une gestion par résultat. Donc c'est quelque chose qu'on veut faire via nos projets, mais aussi on veut voir comment aider le gouvernement dans ses propres réformes institutionnelles à se concentrer moins sur la gestion de projets et davantage sur la gestion de résultats sectoriels. Donc voilà quelques-uns des développements quand on passe en revue notre partenariat. On essaiera d'utiliser ce qui nous semble on peut faire de mieux du point de vue de la Banque mondiale pour amener le meilleur de nos services à Djibouti. Suivant à présent l'intervention du ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin pour faire le point sur le portefeuille de nos projets. Ce portefeuille qui est conséquent en nombre et en volume, qui a connu une croissance exponentielle ces dernières années, fait également donc partie ou en tout cas c'est l'instrument susceptible de nous permettre d'exécuter nos priorités nationales
définis dans le plan national de développement de Djibouti. Pour ce qui nous concerne, cette revue à mi-parcours de ce cadre intervient également à une période qui est charnière pour la République de Djibouti. Une période où nous sommes en train de vivre des crises multiformes, des chocs exogènes ont marqué ces dernières années sur donc un processus de transformation de Djibouti durant toutes ces 20 dernières années. On le sait tous, Covid était un de ces chocs majeurs, mais pas le seul. Nous avons eu un contexte régional et global difficile, principalement une crise géopolitique. Le climat et ses conséquences pèsent également sur Djibouti. Et le tout, donc, nous le vivons, on le ressent, malgré une performance de notre économie, des indicateurs, nous restons cependant vulnérables, très vulnérables à plus d'un titre. On sait par ailleurs que les financements de développement vont se réduire d'année en année, malheureusement, ou heureusement. Si nous faisons notre travail correctement, on aura besoin moins de financement de développement et donc trouver les moyens et les ressources domestiques nécessaires pour financer notre propre développement. C'est l'objectif ultime que nous recherchons à réaliser avec, sous le leadership du chef de l'État, le président de la République. Nous estimons que désormais, à notre tour, nous nous devons également de porter notre propre réflexion, notre analyse introspective, relever les points de faiblesse que nous connaissons, renforcer les atouts que nous disposons et les opportunités disponibles à maximiser. Dans l'actualité, toujours, Startup Djibouti, l'initiative phare de l'écosystème entrepreneurial djiboutien sous l'impulsion du ministère délégué de l'économie numérique et de l'innovation à travers le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat a lancé son premier bootcamp dans le cadre de ses nouveaux programmes d'incubation et d'accélération qui s'est déroulé au Ayla Grand Hôtel. L'objectif de ce bootcamp est de sélectionner 15 projets sur les 44 dossiers présélectionnés par des entretiens individuels. Il y a quelques semaines, Startup Djibouti a lancé son appel à projet qui a suscité un grand intérêt auprès des entrepreneurs de la région d'Afrique de l'Est, mais aussi au sein de la diaspora djiboutienne en Europe. Le nombre élevé de candidatures reçues, au total 328 dossiers, témoigne de l'attractivité de l'écosystème entrepreneurial djiboutien et de la pertinence de l'initiative Startup Djibouti. Le bootcamp, qui se déroulera sur 3 journées, permettra à la quarantaine d'entrepreneurs sélectionnés de travailler sur leurs projets et de préparer leur pitch devant un jury d'experts. Une conférence et 5 ateliers vont composer le programme du bootcamp très intense. Les 15 projets sélectionnés bénéficieront ensuite d'un programme d'incubation et de 3 mois sur mesure adapté à leurs besoins et à leur stade de développement. Startup Djibouti vise à stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat à Djibouti en offrant un accompagnement de qualité aux startups à fort potentiel. Suivant donc les réactions que nous ont confiées donc les participants à ce bootcamp. Nous sommes présents aujourd'hui au Ayla Grand Hôtel pour le lancement du programme Startup Djibouti. C'est un événement qui va durer 3 jours. C'est un bootcamp de sélection qui va nous permettre de sélectionner les 15 startups, des entrepreneurs innovants, des projets innovants qui vont être sélectionnés pour participer au programme d'accompagnement du CLE. Alors, Startup
Djibouti, c'est un programme qui est en lien avec le Startup Act. Rappelez-vous que le Startup Act a été lancé sous le patronage du président de la République. Et c'est un Startup Act, c'est un ensemble de mesures qui va permettre l'éclosion des meilleures startups, non seulement nationales, mais continentales. Ce programme est possible grâce à l'impulsion de notre ministre, Madame Marem Hamadou Ali, ministre délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation. Donc c'est un programme qui a pour ambition de faire éclore les meilleures startups innovantes, nationales et même continentales. Le Startup Act est un ensemble de mesures qui va créer les conditions favorables pour faire en sorte qu'à Djibouti, en lien avec la vision 2035, Djibouti devienne un hub d'innovation. Cette ambition, bien entendu, nous la partageons et les jeunes qui sont venus aujourd'hui, les projets qui sont venus aujourd'hui dans ce bootcamp de sélection ont la même ambition que nous. Et ce message donc, que je veux faire passer à cette jeunesse, c'est croyons en vous. Rien n'est impossible. Nous mettons tout en œuvre pour vous appuyer, pour vous stimuler. Nous, on croit en vous. Voilà le message que je souhaitais passer à mes compatriotes, à mes jeunes. Le Théâtre national des Salines a accueilli donc la célébration vibrante de la fête de la musique hier soir. Cet événement a rassemblé de nombreux jeunes talents, artistes et chanteurs promoteurs de la région, en vedette des musiciens de la base chinoise stationnés à Djibouti et les élèves de l'Institut Confucius qui ont apporté une touche unique à la soirée avec leurs performances captivantes. La présence distinguée du directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de la culture accompagné de hauts cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture, a souligné l'importance de cette fête dans le paysage culturel local. Le public, nombreux et enthousiaste, a pu profiter d'un programme riche et varié mettant en lumière la diversité culturelle et musicale des performances traditionnelles aux compositions contemporaines. Chaque prestation a ajouté une dimension nouvelle à la célébration. Ce fut une soirée mémorable qui a non seulement diverti, mais également renforcé les liens culturels entre les communautés présentes. Le Sasso Judo Club Espoir a brillamment clôturé sa saison sportive avec une série de compétitions de combats destinés aux jeunes judokas de différentes catégories. Cet événement qui s'est tenu ce week-end a rassemblé de nombreux parents et passionnés de judo venus encourager et applaudir les athlètes en herbe. En présence du doyen Idriss, les jeunes judokas ont démontré leur talent et leur détermination sur le tatami et la compétition a été l'occasion pour eux de mettre en pratique les techniques apprises tout au long de l'année, tout en développant leur
esprit sportif et leur confiance en eux. La saison sportive du Sasso Judo Club Espoir a été marquée par de nombreux succès et progrès. Les entraîneurs du club se sont également dit satisfaits des résultats obtenus et de l'évolution de leurs protégés. Avec cette clôture réussie, le Sasso Judo Club Espoir se prépare déjà pour la prochaine saison, promettant de continuer à offrir un encadrement de qualité et à promouvoir les valeurs du judo auprès des jeunes. À la clôture de la saison du Sasso École Espoir du Judo. C'est le tournoi de fin de saison qui a abouti à des résultats très intéressants, des jeunes budoka, qui ont l'esprit du judo, les techniques du judo et les compétences qu'il faut. Et je crois que c'est au-delà des combats, c'est une école d'éducation, de comportement et de respect. Et nous avons vu ce soir tous les combats qu'on a participé, qu'on a vu, qu'on a jugé ici. Il émanait de ce combat du respect, de l'estime de l'autre, aussi bien chez les perdants que chez les gagnants. Et je crois que c'est ça que transmet, au-delà des techniques de combat, une école de judo. Et je dis encore bravo à Maître Sasso et bonne continuation, sûrement bientôt. Après avoir assuré le lancement des activités sportives estivales dans la capitale la veille, c'était au tour des régions de les lancer au plus grand bonheur des jeunes. Les localités de la région d'Arta, en l'occurrence d'Amerjog et d'Ouda, ont abrité plusieurs disciplines sportives attirant de nombreux participants et spectateurs. À Demerjog, par exemple, devant une foule imposante, l'équipe locale et celle du village de Cheikh Farah ont offert un match de football spectaculaire. Les deux équipes ont montré un niveau de jeu élevé, captivant l'attention des supporters tout au long de la rencontre. Parallèlement, à Douda, bien que le football ait également été à l'honneur, c'est l'athlétisme qui a particulièrement marqué les esprits. Les courses de vitesse ont réuni les plus rapides de la localité, offrant un spectacle de haut niveau. Les jeunes athlètes ont démontré leurs compétences et leur détermination. L'événement a été un succès à tous les niveaux, grâce à l'organisation minutieuse des organisateurs, et plusieurs responsables et cadres du secrétariat d'État au sport étaient présents pour le lancement. Parmi eux, le directeur général adjoint de l'ANPS, Ahmed Ali, le directeur des régions et le sous-directeur de la région ont joué un rôle crucial dans la réussite de cette journée. Et enfin, un fait divers pour clore l'actualité nationale. Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des marchandises, une opération de saisie de cannes de contrebande a été minutieusement conduite par les forces armées de l'école Hol-Hol, démontrant l'engagement indéfectible envers la préservation de l'intégrité et économique nationale. Au cours de cette opération, les agents de la douane et de l'armée de l'école armée Hol-Hol ont réussi à intercepter environ 16 colis de cannes, chacun renfermant 100 paquets et 3 cartons de cigarettes. La saisie a été ensuite suivie d'une action immédiate sur le terrain où les produits subis ont été incinérés, affirmant ainsi la détermination du pays à éradiquer ce fléau de manière décisive. Et là, nous passons à l'actualité internationale. À Gaza, au moins 22 morts et 45 blessés après de gros tirs près du CICR. Des tirs de gros calibre ont endommagé le bureau du Comité international de la Croix-Rouge à Gaza, qui est entouré de centaines de personnes déplacées, faisant 22 morts et 45 blessés. C'est ce qu'a indiqué hier l'organisation sur le réseau social X. Ce CICR dénonce de nombreux graves incidents de ces derniers jours qui mettent en danger
changer la vie des humanitaires et des civils. L'armée israélienne a intensifié ses frappes sur la bande de Gaza, dans lesquelles au moins 30 Palestiniens ont été tués selon des médecins, et a échangé de nouveaux tirs transfrontaliers avec le Hezbollah libanais. Et enfin, dans la réserve forestière du Budongo en Ouganda, 2 chimpanzés malades font l'objet d'une étude particulière depuis quelques mois par une équipe d'Oxford. Il s'agissait de déterminer si ces mammifères mangeaient passivement des plantes ou s'ils avaient la possibilité de reconnaître des plantes médicinales. Certains d'entre eux parcouraient des kilomètres souvent pour des feuilles moins nutritionnelles. Ces animaux ont montré une remarquable capacité à reconnaître des feuilles médicinales pour soigner leurs blessures ou guérir d'une indigestion. L'équipe de Freeman souhaitait vérifier si les chimpanzés qu'elles étudiaient cherchaient délibérément à se soigner. Selon les tests, les animaux recherchaient spécifiquement 13 espèces de plantes, y compris du bois sec. Le laboratoire a constaté que 88% des extraits de plantes réduisaient la croissance bactérienne et que 33% avaient des propriétés anti-inflammatoires. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.